vient de voir un certain nombre de scènes filmées lors de la libération de Paris. Et quand on est intéressé par l'histoire, qu'on est un peu collectionneur et tout ça, des fois quand on voit ce genre de photos, on se dit « Ah là là, si seulement je pouvais tendre la main, remonter dans le passé et ramasser un de ces objets. » Et puis pour le casque allemand qui est en photo sur cette tombe, en fait c'est exactement ça. Je vais vous montrer pourquoi avec cette animation. Donc vous voyez ce casque, en fait, il existe encore aujourd'hui. Et là on le voit réapparaître. Alors comment est-ce que c'est possible? En fait, il y a un soldat américain, un officier du 156e régiment d'infanterie, qui a pris la photo de ce casque sur la croix, et ensuite il a pris le casque et il l'a ramené aux États-Unis en souvenir. Donc on voit que c'est exactement le même casque, avec les mêmes dégâts, et même si on regarde attentivement par exemple les petits points blancs qui sont dessus, certains des petits points blancs sont même visibles dans la photo prise en 1944. Alors faisons l'analyse de ce casque. D'abord on voit que sur le côté gauche, il y a cet aigle allemand en vol. Donc ça c'est l'aigle de l'armée de l'air, la Luftwaffe. Donc ce casque a appartenu à un soldat de l'armée de l'air. Et après, ce qui saute bien évidemment aux yeux, c'est ce trou relativement important aussi du côté gauche. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce qui a causé ça. On pourrait croire que c'est probablement un éclat d'obus, vu la forme que ça a. Mais quand on regarde l'autre côté du casque, on voit qu'il y a un joli trou bien rond, comme ça, qui a la taille d'une balle de fusil. Et donc on comprend que là, sur le côté droit du casque, il y a une balle qui a pénétré dans le casque. Ça, c'est le trou d'entrée vu de l'intérieur. Et puis, quand on regarde le cuir du casque, il y a comme ici des traces sombres, et puis à d'autres endroits aussi. Et ça, probablement, c'est du sang. Donc, on peut se dire, comment ça se fait qu'il y ait juste comme ça un tout petit peu de sang qui reste? À mon avis, voilà, c'était le mois d'août. On a vu la date sur la tombe. Il faisait chaud. Ce casque, il avait du sang dedans, ben les Allemands, ils voulaient pas qu'il y ait des mouches et tout ça qui viennent, donc tout simplement, ils ont dû laver le casque avant de le mettre sur la croix. Maintenant, quand on re-regarde le côté gauche du casque, on comprend en fait que là, c'est le trou de sortie de cette balle. Et c'est vraiment impressionnant à voir, comme le métal s'est tordu comme une feuille d'aluminium, quoi. Donc on peut se poser la question, comment ça se fait que le trou de sortie, comme ça, il est si gros et irrégulier par rapport au trou d'entrée. Donc je vais brièvement vous expliquer ça, la balistique, comment ça marche. Donc ça c'est des balles de fusil. Et ce que les gens souvent ils se rendent pas compte, c'est que parce que la balle est pointue d'un côté, eh ben ça veut dire que le centre de gravité de la balle se trouve vers l'arrière de la balle. Et ça, pour faire une illustration un petit peu exagérée, c'est comme si vous avez un volant de badminton qui essaye d'avancer avec la partie lourde à l'arrière. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire, ce volant de badminton? Il va bien évidemment vouloir se retourner. Et en fait, pour les balles, c'est exactement la même chose. Elles ont une tendance naturelle à vouloir se retourner et avancer cul en avant. Donc pour contrer cet effet, on sait qu'à l'intérieur des canons des armes, il y a des stries comme ça qui tournent. Et ces stries, on les voit aussi sur les balles. Et le résultat de ça, c'est que la balle tourne sur elle-même à très forte vitesse. Et ça fait un effet gyroscopique. Ça fait que la balle, en fait, elle devient comme une toupie. Elle est stabilisée parce qu'elle tourne sur elle-même. Là, c'est une balle que j'ai juste fait tourner entre mes doigts. Et vous voyez que de suite, elle se transforme en toupie. La balle est donc stabilisée parce qu'elle tourne sur elle-même. Mais ça, c'est juste calculé pour qu'elle reste stable dans l'atmosphère. Et dès que la balle, elle rentre dans un truc plus visqueux, par exemple de l'eau ou par exemple un cerveau humain, eh ben en fait, au bout de 15, 20, 30 cm, ça dépend exactement du projectile, la balle va perdre sa stabilité, se retourner et se mettre à avancer cul en avant. Donc si on re-regarde le casque, on comprend que le trou d'entrée bien net, c'est quand la balle elle est arrivée bien stable. Et puis le gros trou de sortie, c'est quand la balle a perdu sa stabilité, elle est sans doute en train d'avancer sur le côté, donc avec une surface très importante. Et donc ça a fait ce trou de sortie très irrégulier. Et disons au passage que si le casque avait été vide au moment où la balle était passée, sans doute on n'aurait pas un si gros trou, la balle serait restée stable et aurait fait un trou de sortie relativement net.
Et dans les films, à chaque fois, on voit par exemple le chirurgien et sort la balle d'un blessé. La balle, elle est toujours toute neuve, comme ces balles en haut. Et ça, c'est faux. Dans la réalité, les balles de fusil d'assaut, si elles sont tirées de relativement courte distance, donc elles sont encore en train d'avancer à très forte vitesse, et bien quand elles pénètrent dans un corps, elles se déforment et elles se fragmentent souvent. Donc ça, c'est des balles réellement trouvées à l'intérieur de corps. Ça, c'est pareil pour un exemple un peu plus moderne. La balle, elle a tendance à se désagréger. La chemise de cuivre, elle se sépare du plomb. Le plomb, il se fragmente en morceaux et vous retrouvez un truc comme ça. Et donc, c'est pas trop, comme je vous disais, ce qu'on voit, le truc caricatural dans les films. Maintenant, revenons-en à ce soldat. Qu'est-ce qu'on voit écrit sur cette tombe? Il y a écrit Kurt Günther, né en 1912 et mort le 20 août 1944. Alors, je fais la recherche sur lui et je trouve sa carte de décès sur Internet. Et qu'est-ce qu'on voit écrit sur cette carte? Donc, il est né en 1912 à Löwenberg. Il faisait partie du Nachrichtenbatterie du Flak Regiment 59. Donc ça veut dire la batterie des transmissions du régiment de DCA, donc Défense contre Aviation numéro 59. Et puis, concernant son décès, donc on voit qu'il est mort le 20 août 1944 à Vaucresson, près de Paris. Et ça, c'est très intéressant parce que Vaucresson, c'est en banlieue parisienne et on sait que vers le 20 août 1944, il y a l'insurrection de Paris qui commence. Donc ça nous informe que ce casque, en fait, c'est une relique de l'insurrection de Paris. Donc c'est un casque qui est très symbolique pour l'histoire de France. Et concernant le décès, ça dit ici donc KW Terroristen erschossen, donc K ça veut dire Kopf. Donc en fait, il a reçu une balle dans la tête qui a été tirée par les terroristes. Et qui c'est ces terroristes? Eh bien les terroristes, bien sûr, c'est la résistance. Les Allemands à l'époque, ils appelaient ça des terroristes. Et les résistants, ça les dérangeait pas forcément. Des fois, ça les amusait plus qu'autre chose. Vous voyez même qu'ici, un ancien résistant, il a appelé son autobiographie « Nous étions des terroristes ». Donc il s'offusquait pas plus que ça. Et maintenant, on regarde l'arrière de la carte et on voit deux informations importantes. Donc la première, c'est le nom de l'épouse du soldat, donc Magdalena Günther, et son adresse, donc à Löwenberg. Et on voit aussi son lieu d'enterrement, donc à Vaucresson, dans les jardins de la villa Mount Vernon. Donc là, on s'étonne un petit peu, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette villa Mount Vernon? Alors la villa Mount Vernon, c'est la villa dans laquelle vivait George Washington aux États-Unis. Et à Vaucresson, quelqu'un a eu l'idée de faire une réplique de cette maison. Donc vous avez la même maison à Vaucresson, qui s'appelle également Mount Vernon. Et là, si on réfléchit un petit peu, c'est assez ironique parce que ce soldat allemand, il se fait tuer. Et où est-ce qu'on l'enterre? Dans une réplique de la maison d'un des pères fondateurs des États-Unis, donc à l'époque les ennemis jurés des Allemands. Et puis on a vu que donc ce Kurt Günther, il était né et puis il vivait à Löwenberg. Donc Löwenberg, c'est vers ici, en Allemagne, et ça c'est une carte d'Allemagne de l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale donc, et Löwenberg c'est ici. Et bien sûr, à la fin de la guerre, l'Union soviétique, la Pologne et tout ça n'étaient pas très satisfaites de ce qui s'était passé pendant la guerre avec les nombreux massacres, maltraitements de prisonniers, etc., etc. Et on sait qu'il y a une partie de l'Allemagne donc qui a été amputée à l'époque, et ça c'est la carte actuelle. Et maintenant, ce Löwenberg, eh ben c'est plus en Allemagne, c'est en Pologne. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ces Allemands qui se sont retrouvés en Pologne? Eh ben, ils se sont fait virer. La majorité d'entre eux ont dû partir en Allemagne et ça s'est accompagné d'un certain nombre de viols, de crimes, de meurtres et tout ça. On ne va pas débattre de si c'était mérité ou pas mérité, c'est juste factuel. Et ça veut dire que pour mes recherches, parce que moi j'aimerais bien trouver une photo de ce soldat, j'aimerais bien avoir plus de détails sur sa mort et tout ça, eh ben, c'est très difficile parce que si quelqu'un est né dans un village en Allemagne, vous écrivez au village et on vous répond avec plein d'informations. Mais là, maintenant, c'est en Pologne. Ça veut dire que toute la population allemande est partie. Souvent, les archives, elles ont été détruites. Et souvent aussi, il y a encore de la haine contre les Allemands. Donc, quand vous écrivez dans ces villages en Pologne, eh ben, on vous répond pas, souvent. Ou bien, on vous dit qu'on n'a rien à vous dire parce qu'il n'y a plus d'archives, parce que personne n'est au courant de rien. Donc, le fait qu'il venait de Löwenberg, c'est très désavantageux pour ma recherche. Mais j'écris quand même à Löwenberg.
Et puis, j'ai relativement de la chance parce que je reçois cette réponse très gentille de la mairie. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas d'informations parce que les archives ont été détruites, mais ils disent aussi que c'est très intéressant et puis ils me souhaitent bonne chance et ils disent « tenez-nous au courant de vos recherches ». Donc, plutôt une bonne expérience. Ensuite, beaucoup de ces villages anciennement allemands qui sont devenus polonais, ils ont des associations qui existent encore en Allemagne. Du coup, j'écris à l'association pour Löwenberg et on m'envoie l'annuaire des années 30. Et à l'intérieur, on retrouve ici Kurt Günther et on voit que c'est un travailleur des postes. Donc la poste à l'époque, c'est comme en France, c'était les PTT, poste, télégraphie, téléphone. Et on se dit, tiens, si Kurt il travaillait là-dedans, les PTT, peut-être que c'est pour ça qu'il était dans la compagnie de transmission de son régiment de DCA, parce que peut-être qu'il avait de l'expérience avec les radios, avec les téléphones, avec ce genre de choses. Donc là, on voit son adresse dans les années 30, mais ça ne nous avance pas plus que ça. Et puis l'association de Löwenberg, elle a aussi un petit journal qu'elle publie tous les quelques mois, et il parle de cette histoire dans ce journal, mais personne n'est au courant de rien, ça n'apporte rien. Alors j'écris aussi à Vaucresson, et là aussi je leur demande s'ils ont des quelconques infos. Alors là aussi, il passe un petit article. Et puis, ça me met en contact avec des anciens du village. Et là, voilà, personne n'est au courant non plus qu'il y a eu un combat, que quelqu'un soit mort à Vaucresson. Mais par contre, tout le monde se rappelle qu'il y avait une unité de DCA qui était en place. Et ça me dit que probablement, Kurt Günther, il n'est pas mort à Vaucresson. Il est peut-être mort à un autre endroit. Et puis, ses collègues l'ont ramené à leur cantonnement et l'ont enterré dans leur cantonnement. C'est sans doute pour ça que personne du village n'est au courant qu'il y a eu un mort à Vaucresson. Ensuite, les recherches restent au point mort un certain temps, mais en 2019, les archives allemandes avant, ils donnaient aucune information sur les soldats, c'était des données confidentielles. Et depuis 2019, n'importe qui peut demander le dossier de n'importe quel soldat. Donc moi j'ai demandé celui de Kurt Günther. Et là, ça nous apporte des nouvelles informations. Alors on retrouve déjà la même chose que sur la carte de décès. On voit qu'il était marié à Magdalena qui vivait à Löwenberg, donc ça ne nous avance pas. Mais après, il y a une nouvelle information. On voit une adresse d'après-guerre d'une Frida Günther à Eisfeld. Alors, je ne sais pas qui c'est cette Frida. Ça pourrait être une sœur, ça pourrait être la mère et tout ça. Alors, je continue les recherches. J'écris à Eisfeld pour en savoir plus. Et à Eisfeld, c'est jackpot. Ils ont plein d'informations. Günther Frida, on voit qu'elle est née en 1876, donc c'est sûrement la mère. Et ensuite, il y a aussi une Günther Meta, née en 1913, et une Günther Charlotte, née en 1915, donc probablement des sœurs. Donc avec tout ça, je me dis, il y a certainement un certain nombre de nièces, de neveux et tout ça. Par contre, le problème, c'est qu'il n'y a pas Magdalena, l'épouse de Kurt Günther. Donc voilà, j'ai pas d'informations sur des potentiels enfants, juste peut-être sur des neveux et des nièces, si j'ai de la chance. Donc j'écris encore à une autre archive, et donc là on m'informe que la mère Frida, elle est décédée en 1961 dans une maison de retraite. Une des sœurs Meta, elle est décédée en 1960 en asile psychiatrique. Donc à l'époque, elle avait seulement à peu près 47 ans. Et puis on peut se demander pourquoi elle était en asile psychiatrique et pourquoi elle est morte si jeune. Est-ce que ça a un lien avec ce qui s'est passé à la fin de la guerre, ces violences, etc. et ce départ de leur terre natale. Et puis l'autre sœur, en 1951, elle s'échappe en Allemagne de l'Ouest. Et puis elle va vivre à Köln. Et puis pour les deux sœurs, ça dit qu'elles ne sont pas mariées. Donc toutes les deux n'ont pas d'enfants. Donc ça ne m'arrange pas. Donc une des sœurs est décédée, l'autre elle est partie à Köln. Donc j'écris à Köln. Et là il m'informe que la sœur, donc Charlotte, elle est décédée en l'an 2000 et qu'elle n'avait pas d'enfant, elle aussi. Donc là mes recherches, elles étaient au point mort pendant très longtemps parce que je ne suis pas au courant de si Kurt Günther avait des enfants et je ne sais pas si les sœurs avaient des enfants non plus. Et j'ai fait une vidéo donc sur ce casque en anglais et beaucoup de gens ont regardé la vidéo et du coup j'ai reçu comme ça pas mal d'aides de personnes qui ont plus d'expérience que moi dans les recherches généalogiques. Et c'est comme ça que quelqu'un sur un forum allemand, je ne sais pas d'où il a sorti l'info, mais il a retrouvé que l'épouse, enfin il a retrouvé l'adresse de l'épouse Magdalena en Allemagne après la guerre. Alors j'ai écrit à la ville en question, et là c'est deuxième entre guillemets jackpot.
on m'informe donc de l'identité complète de l'épouse Magdalena et on me dit que, voilà, en 1946, elle habitait à Gronau et puis elle était là avec ses 2 fils, Edgar et Horst. Donc maintenant, on sait que Kurt Günther, il avait 2 enfants qui ont survécu à la guerre et qui sont partis en Allemagne. Et comme ça, en tirant sur la pelote de laine, j'ai réussi à avoir l'adresse d'un des fils et l'adresse des enfants d'un autre fils. Je leur ai écrit des lettres. Malheureusement, ils n'ont jamais répondu. Alors, bien sûr, on peut les comprendre, hein. Il y a un gars en France comme ça qui, 80 ans après la guerre, leur dit « Tiens, j'ai le casque de votre père avec une balle qu'il a traversée. » Ça peut être choquant et tout ça. Donc, certaines familles, peut-être ça va les choquer, d'autres ça va les intéresser. Moi, je ne sais pas. Donc, ma méthode de travail, c'est toujours la même. On tente et on verra bien ce qui se passe. Parce que beaucoup de fois, je suis tombé sur des familles qui, en fait, étaient très intéressées et qui m'ont remercié. Et par contre, si ça les intéresse pas, ou si ça les choque, eh ben, ils répondent pas à ma lettre et ils continuent à vivre leur vie tranquille. Donc maintenant, je sais tout ça, mais malheureusement, j'ai toujours pas de photo de Kurt Günther. Et puis, j'ai pas plus de détails sur son décès, juste le détail officiel qu'il a été tué par les terroristes. Et puis, grâce à la vidéo en anglais, il y a des gens qui ont fait un certain nombre de recherches assez poussées, et là, on tombe sur une info franchement assez bizarre. On retombe donc sur Frida Günther, la mère de Kurt, et puis aussi sur son père, donc Karl. Et tous les deux, on voit qu'ils étaient persécutés pour raisons raciales. Et en fait, les 2 grands-pères de Kurt Günther, apparemment, ils étaient juifs. Donc, ce soldat allemand qui est tué à Paris, en fait, ses 2 grands-pères sont juifs. Donc, pour les Allemands, voilà, j'ai pas plus de détails, mais pour les Allemands, ils devaient être vraiment, vraiment à la limite d'être considéré comme juif et à quelques doigts après, peut-être qu'au lieu d'être appelé dans l'armée, peut-être qu'il aurait été envoyé dans un camp de concentration, par exemple. Donc ça montre les bizarreries de la guerre, quoi. Voilà. En France, on voit un Allemand détestable, notre ennemi, et lui, en fait, peut-être que c'est un gars qui est dans l'armée, peut-être que, par exemple, en étant dans l'armée, il permet à ses parents de pas être déportés, ou un truc dans ce genre. Voilà. Je sais pas, hein. J'invente, mais peut-être que quelqu'un va encore fouiller les archives et trouver plus d'informations par rapport à ces 2 grands-pères qui sont juifs. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin, et puis on n'a pas vraiment d'informations en plus sur Kurt Günther, mais on a vu un petit peu l'histoire de ce soldat, l'histoire de sa famille, les difficultés, les bizarreries, et puis ça nous permet un petit peu de réfléchir comme ça au côté chaotique et de la guerre, au côté illogique, au côté bizarre. Donc on a une petite pensée pour lui, même si c'était notre ennemi à l'époque. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et comme d'habitude, je suis joignable à cette adresse email si vous avez des questions ou besoin d'un petit coup de pouce pour des recherches sur la Seconde Guerre mondiale.